d'abord, les éléments de marché qui font l'actualité en ce début de semaine. Nous en parlons avec Juliette Cohen, qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, l'un des éléments d'actualité qui marque ce début de semaine, c'est cet accord en vue sur un relèvement du plafond de la dette américaine. Nous avons sur la table un texte bipartisan qui va être soumis au vote des deux chambres du Congrès dans les prochains jours. Juliette, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être du contenu, de la substance qu'on comprend dans ce compromis et des impacts macroéconomiques et de marché éventuels? Alors, c'est vraiment un texte de compromis. Donc, il relève le plafond de la dette jusqu'en janvier 2025. Il n'y a pas d'augmentation des dépenses discrétionnaires non militaires pour l'exercice fiscal 2023-2024 et une augmentation qui est limitée à 1% pour l'année suivante. Et ça touche notamment toutes les dépenses liées à l'administration fiscale qui devaient être en hausse de façon assez significative et qui seront assez directement impactées puisqu'elles n'augmenteront que marginalement. Alors, il n'y a pas de limite sur les dépenses militaires, il n'y a pas non plus d'encadrement de l'IRA, le texte phare de l'administration Biden, et les républicains ont obtenu un conditionnement de certaines aides sociales, notamment par exemple l'aide alimentaire qui sera accordée si on montre qu'on a travaillé dans les semaines précédentes. Et puis il faut aussi noter la fin du moratoire sur les prêts étudiants et qui prendra fin en août. Est-ce qu'il y a dans ces éléments, sur le plan macroéconomique, Juliette, des impacts à attendre, ou est-ce que, au final, ce compromis reste marginal en termes d'impact macroéconomique pour la trajectoire de l'économie américaine des 2 prochaines années ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'impact macro significatif. Déjà, ça touche que les 2 prochaines années et non pas les 10 prochaines années comme le souhaitaient les républicains. Et puis, selon une estimation du New York Times, c'est 55 milliards de dollars de baisse des dépenses en 2024. Ça représente 0,2% du PIB. Donc, c'est pas de nature à modifier la trajectoire de croissance. Une des conséquences importantes de ce relèvement du plafond de la dette, j'avance un petit peu le calendrier, on verra évidemment ce que donnent les votes aux chambres des représentants et au Sénat, au Congrès. Juliette, une sortie de route en dernière minute est toujours possible, mais si on se projette au-delà, le plafond de la dette relevé va permettre au Trésor américain d'émettre et de réémettre de manière massive sur les marchés obligataires. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait, parce que on a atteint le plafond de la dette à mi-janvier. Il y a eu très peu d'émissions au cours des derniers mois. Donc, c'est 500 à 600 milliards de dollars d'émissions de T-bills qui vont avoir lieu dès que l'accord sera signé en quelques semaines uniquement. Et je lisais une estimation sur l'ensemble du 3e trimestre, c'était 1000 milliards de dollars de T-bills qui seront émis au global. Donc, c'est colossal. Sachant qu'une partie de cette liquidité va être utilisée par le Trésor américain pour reconstituer son compte courant auprès de la Réserve fédérale américaine. Juliette, ça paraît un peu technique, mais ça veut dire que cette liquidité-là, elle va être bloquée et que le marché, lui, va devoir encaisser un choc de liquidité négatif supplémentaire. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est le marché qui va devoir absorber cette liquidité supplémentaire. On le voit d'ailleurs, ça a provoqué un peu une certaine. On a un mouvement quand même de hausse des taux qui est assez significatif sur la période récente, et c'est en lien avec ce mouvement à venir. Concernant la politique monétaire, Alessandra, une fois le plafond de la dette relevé, on y verra plus clair dans les prochains jours, le marché va être totalement focalisé sur les prochaines réunions de politique monétaire qui vont se dérouler mi-juin pour la BCE le 15, mais surtout pour la Réserve fédérale américaine les 13 et 14 juin prochains, qui devait être un meeting de pause, Juliette, et semble-t-il que ça pourrait ne pas être le cas.
Oui, tout à fait, parce que la pause était vraiment attendue à l'issue du dernier comité. Mais quand on regarde les derniers chiffres macro américains que l'on a eus, on a une croissance au premier trimestre qui a été revue à la hausse. Les données qu'on a eues la semaine dernière sur les revenus et les dépenses de consommation, ainsi que les indicateurs d'inflation, hein, le PCE et le corps PCE, qui sont des indicateurs qui sont particulièrement suivis par la Fed, laissé quand même entendre que la consommation tenait plutôt bien, que la désinflation était peut-être pas aussi rapide que ce qu'on pouvait espérer. Et puis on a eu aussi beaucoup de discours assez hawkish de membres de la Fed. On a eu les minutes aussi de la Fed la semaine dernière qui montraient qu'il y avait vraiment un débat qui se tenait au sein du comité entre des membres qui souhaitaient faire une pause et puis d'autres qui étaient pour poursuivre le resserrement monétaire. Donc, c'est vrai qu'on a eu un peu un repricing de marché. Et maintenant, on a une hausse qui est quasiment pricée pour juillet. Et puis pour juin, la question est en suspens. On est à mi-chemin, en fait. Qu'est-ce qu'effectivement le marché anticipe désormais de la trajectoire de la politique monétaire pour la Réserve fédérale américaine, au-delà du prochain meeting? Est-ce que le marché est toujours tenté par l'idée d'intégrer des baisses de taux assez rapides, après peut-être une dernière hausse de taux de la Fed devant nous? Juliette, comment la courbe a évolué de ce point de vue-là? Alors les baisses de taux ont été un peu repoussées dans le temps. Elles interviendraient plutôt au quatrième trimestre 2023, si on en juge le pricing de marché. Et évidemment, on a beaucoup de volatilité. On est face à une Fed qui est très data dépendante. Et évidemment, le marché réagit à toutes les données entrantes. Et les prochaines données d'inflation et puis aussi les prochaines données sur le marché du travail qu'on aura en fin de semaine seront importantes. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de la dynamique du marché du travail avec toute une série d'indicateurs, alors plus ou moins fiables d'ailleurs, Juliette, on est dans un moment où quand même beaucoup d'économistes, d'investisseurs se posent la question de la fiabilité de différents indicateurs. Quels sont les indicateurs peut-être les plus fiables en la matière pour juger de la tension ou de la détente qu'on peut observer sur le marché du travail américain? C'est vrai que dans plusieurs domaines, on a des données complètement contradictoires sur les tendances. C'est vrai pour la consommation, c'est vrai aussi pour le marché du travail. On a aussi des révisions qui sont d'une ampleur qui est assez inhabituelle. Sur le rapport sur l'emploi, on sait qu'il y a quelques limites à cette enquête. On regarde aussi beaucoup les ouvertures de postes. C'est aussi un chiffre qui a son importance. Bon, on aura effectivement les créations d'emplois pour l'ensemble de l'économie américaine. Ce vendredi, il y aura les données ADP évidemment auparavant, mais en ce qui concerne les NFP, Non-Farm Payrolls, on attend peut-être un chiffre de création d'emplois en dessous de 200 000, avec un taux de chômage qui resterait particulièrement bas, autour de 3,5%, attendu en tout cas par le consensus des économistes. Le rapport américain sur l'emploi sera publié ce vendredi à 14h30 pour le mois de mai. En termes de dynamique de marché, Juliette, ce qui marque un peu les esprits dans la séquence récente, c'est la fermeté du dollar. Alors le dollar qui a beaucoup baissé évidemment ces derniers mois, contre euro, je rappelle qu'on vient de sous la parité à l'automne dernier, 0,95. On est remonté jusqu'à 1,10, 1,11 et puis depuis quelques jours, on voit quand même plutôt le dollar rebondir légèrement jusqu'à moins de 1,07 ce matin sur la parité euro-dollar. Juliette, comment comprendre ce mouvement du dollar aujourd'hui ? Alors, le mouvement du dollar, il est quand même en lien avec le différentiel de taux entre les États-Unis et l'Europe, en lien aussi avec les discours plus durs des membres du FOMC. Et nous, on maintient l'idée à horizon 3 mois plutôt d'une appréciation de l'euro par rapport au dollar dans notre scénario central. Bon, 1,07, c'est le niveau qui est défendu aujourd'hui par les investisseurs. On a vu la parité euro-dollar basculer brièvement sous ce niveau avant de se ressaisir à mi-journée. L'euro-dollar tourne autour de 1,07 $. Merci beaucoup Juliette. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management.